Et vu que j'ai shooté des dizaines de millions d'emails, même si j'ai un taux de transfo extrêmement faible, j'ai quand même des prospects, des commandes, et voilà. Là, en fait, en organique, on va avoir le temps de pouvoir éduquer le visiteur sur le site. Il y a beaucoup d'acteurs qui veulent apparaître face à un mot-clé. C'est pour ça que les coûts au clic, non. C'est là que vient Performance Max. Et Performance Max, il règle donc deux problèmes. Il règle le problème potentiellement du coût, parce que je sors de la compétition et pourtant je vais toucher les mêmes personnes. Et puis il règle la problématique volume. Là, au final, ce qui va jouer de pouvoir rentrer là-dedans, c'est surtout la trésor. Au cours de ta semaine, tu as eu plusieurs dossiers, plusieurs prospects, avec des business différents. Et tous très intéressants. Ouais, effectivement. On a mis un petit peu, on a un peu débattu sur ce qu'on allait choisir. Donc, on va choisir une thématique et on va justement brainstormer sur comment on ferait pour marketer cette boîte, pour faire de l'acquisition de prospects, de l'acquisition de clients. Ouais. Tu peux m'en dire un petit peu plus sur ce qu'on a choisi du coup ? Alors là, c'est simple. C'est une boîte SaaS, un logiciel qui permet de faciliter un peu les audits pour la certification Calliope. Donc, prospect qui vient à la base pour du référencement en règle générale et plus particulièrement dans un sens référencement naturel. Donc après, sur la découverte du projet et par rapport au business model qui pour lui à la base est de devoir avoir des résultats le plus rapidement possible, on est parti sur le fait de lui faire comprendre que la hâte serait plus intéressante dans un premier temps. Ouais, bien sûr. Mettre plus de billes dans un sens sur le côté d'acquisition en passant par le sponsor. Oui, parce que c'est souvent antithétique de vouloir faire de l'acquisition rapide et de choisir le canal organique du référencement naturel. Et justement, c'est tout là le problème. C'est à partir du moment où j'ai senti que voilà, il avait l'envie de pousser plus sur l'organique que sur le sponsor, lors de la discussion, j'ai fait en sorte de bien lui faire remontrer ses objectifs qui étaient clairs, qui étaient d'aller chercher de la performance, de commencer à avoir des utilisateurs rapidement, et que du coup, ça ne collait pas du tout avec l'organique, parce que derrière, c'est pas le but, ça correspond pas du tout. Bien sûr. Du coup, moi, ce que je te propose, on va essayer d'éclater un petit peu le modèle économique, parce que c'est quand même la base, c'est de comprendre le modèle économique de la boîte pour voir si justement tel ou tel canal d'acquisition, donc là, en l'occurrence, on va prendre deux familles. Est-ce que l'organique est une solution ou la seule solution ? Donc l'organique, référencement naturel, globalement production de contenu et diffusion sur le web, en SEO, sur les réseaux sociaux et ainsi de suite. Donc voir si c'est la solution ou une solution. Et puis bien sûr, en publicité, puisque si on veut aller vite, globalement le principal canal pour aller vite, c'est la publicité. Et quand on parle de publicité, évidemment, on doit essayer de comprendre le modèle économique, les montants de ce qu'on vend, les marges, pour voir s'il y a une possibilité. Ok ? Donc, rappelle-moi, ça, c'est un éditeur de logiciels, mode SaaS. C'est ça. Abonnement mensuel. Exactement. Prix de l'abonnement. Prix de l'abonnement, on commence sur une base à 19,99 par mois. Après, sinon, il y a aussi plusieurs formules mensuelles, mais ça peut aussi partir sur des abonnements annuels. Ok. Le SaaS, ce SaaS-là, cet outil-là, il permet de faire quoi ? L'outil, la problématique auquel il vient répondre, c'est surtout pour les organismes de formation qui ont besoin d'avoir la certification Calliope. Ils sont obligés de passer par un besoin de regrouper plusieurs fichiers pour justement préparer l'audit afin d'avoir leur certification. Oui, parce que c'est un audit qui est fait déjà une fois pour avoir la certif. Il faut la repasser tous les ans. Sauf que forcément, ça demande beaucoup de papier, beaucoup de travail aussi en équipe au niveau de l'organisation. Et généralement, c'est géré soit sur des feuilles Excel un peu à l'arrache ou en passant aussi par des dossiers Drive. Et justement, là, l'outil, il est là pour justement solutionner ce problème, pour tout centraliser en un seul et même outil. Ok, donc en gros, l'outil, lui, permet gain de temps et moins de prise de tête pour une boîte, pour un centre de formation, tout simplement. Parce qu'on le rappelle, Calliope, il faut Calliope pour pouvoir monter des dossiers de formation dont l'État va financer la formation. Okay ? Et pour cela, il faut une certification, ou comme toute certification, c'est lourd et l'outil règle ce problème. Exactement. Très bien, donc la propale, elle est bonne, elle règle un vrai problème. Ah oui, c'est sûr. Tu as regardé un petit peu le nombre, justement, c'est intéressant, le nombre de centres de formation qu'il y a en France.
T'as pas checké ça? Ça, non, on n'a pas checké encore. Ok. Je vais checker, tiens, rapidement combien il y a de boîtes de formation. Mais globalement, ok, c'est ça la cible. Alors, premièrement, que ce soit il est toujours préférable dans un business d'observer s'il serait possible d'utiliser les canaux publicitaires. Pour une raison qui est très simple, la publicité, ça va vite. Oui. Une fois programmé, on appuie sur un bouton. Bien sûr, il y a toute une structure d'étape par étape pour obtenir le Saint Graal, c'est-à-dire la rentabilité. Mais ça reste néanmoins, j'ai envie de dire, pourquoi faire un truc en 2 ans et demi alors qu'on pourrait le faire en 3 mois avec la publicité? Et des fois, on ne peut pas. Et c'est ce que je veux observer. Donc, je vais regarder le nombre de centres de formation, mais avant ça, on va regarder un petit peu, est-ce que déjà il y a du search? Ok, est-ce qu'il y a de la recherche? Alors, tu sais, vraiment du mot-clé qui dit, très simplement, je veux un logiciel qui m'aide faire Calliope, c'est-à-dire le type de mot-clé avec un haut taux de probabilité de conversion. Là, justement, avant même de trouver, même de réfléchir à déjà si ça existe, de par l'échange que j'avais eu justement avec ce prospect-là, j'ai demandé s'il y avait de la concurrence sur son logiciel et il n'y a qu'un seul réel concurrent. Il y a un concurrent, il y a un seul acteur. Il y a un seul acteur qui est au même stade que lui, qui vient quasiment de se lancer. Okay. Sauf que du coup, ça correspond. On peut vite faire le constat, entre guillemets, de se dire, du search, il ne va pas y en avoir beaucoup autour de la requête logiciel audit certification Calliope. Organisation, c'est certification Calliope. Tu dis, tu as des recherches là-dessus? Justement, je vais regarder, mais dans la réflexion qu'on peut se faire par rapport aux produits et par rapport au logiciel, vu que c'est quelque chose c'est une problématique existante, mais peu de personnes se sont dit, on va faire cette recherche-là, et donc du coup, il va y avoir forcément, d'après moi, il y aura très peu de recherches autour de... Je pense aussi, à prime abord, je pense aussi. Là, j'en allais regarder logiciel organisme de formation Calliope, il y a un petit peu de search, mais encore après, c'est surtout de voir ce qui va compter, c'est l'intention de recherche. Parce que derrière, si ça ne cache pas forcément le besoin à la base de ce que le prospect propose, ça n'a pas d'intérêt de... Quel mot-clé? Le logiciel organisme de formation Calliope. Il faut gratter, voir si justement ça correspond de base à l'intention de recherche de l'utilisateur j'ai besoin d'avoir un logiciel qui me permet de travailler... d'avoir ma certif. Exactement. Et moi, je pense que sur cette requête-là, tu es plutôt sur... Il y a des centres de formation Calliope qui doivent avoir des spécificités. Y a-t-il un logiciel de gestion de mon centre de formation? Pas uniquement pour Calliope. Oui. À mon avis, c'est pas uniquement pour Calliope. Ok. Écoute, ce terme-là m'a l'air d'être quand même représentatif par rapport aux besoins. Lequel? C'est ce dont on parlait. C'est l'organisme de formation Calliope. Ok, tu peux me dire pourquoi tu penses, après vérification, comment tu as fait pour vérifier si l'intention de recherche, elle n'était pas trompeuse, quoi. En gros, les gens cherchent ça ou pas ça? Alors, tout simplement, là, je suis en train de regarder ce qui ressort dans les premiers résultats de recherche en naturel. Et généralement, c'est des articles qui expliquent les besoins de passer par un logiciel, justement, pour la certification Calliope. Et dans le contenu en lui-même, ils expliquent bien le besoin de répondre à une problématique de rapidité, d'organisation, etc. Donc, a priori, que ceux qui nous écoutent comprennent bien, quand on a une requête comme ça, quand on a une requête où on se dit, bon, cette requête-là, c'est un faux ami. Ou est-ce que c'est un vrai ami? Voilà, ou est-ce que c'est un vrai ami? Quand les gens tapent ça, ils cherchent ça. Ce que tu as fait là, toi, tu as tapé ça dans Google. Exactement. Et tu as regardé en naturel. Si quand on tape ça, on parle bien de ça. Pourquoi? Parce que Google, il a déjà fait le boulot. Oui. C'est son travail de mettre les bonnes réponses face à une question. Parce que là, si on tape un mot-clé qui nous paraît pertinent, mais qui au final c'est un faux ami, on perd plus de temps qu'autre chose et la stratégie... Mais bien sûr. Et ça veut dire que très simplement, dans Google Ads, tu peux envoyer 1 million de clics sur une requête de ce type. Si c'est un faux ami, si en gros les gens ne cherchent pas ça,
tu n'auras jamais une transfo, donc tu n'auras pas de rentabilité. Donc, le code NAF des centres de formation en France, c'est 8559A. Ouais. Tu as 64 930 entreprises. Donc, il y a le marché. Okay. Et ça, c'est important qu'on le sache parce que quand on va déployer les différents canaux, on va peut-être utiliser ce truc. Alors moi, comment j'ai checké, j'ai tapé dans Google code NAF centre de formation. J'ai pris le code NAF, je l'ai mis dans Société Info et j'ai le nombre d'entreprises disponibles avec ce code NAF. Ok. En termes de rentabilité, donc là, on continuera un petit peu sur le search, mais a priori, il y aurait peut-être une opportunité. Alors, en CPC, tu as une notion de CPC? Non, je vais regarder parce que je passais par SEMrush. Alors. Il n'a pas une estimation là sur SEMrush? Il l'estime à 3,79 €. Maintenant, ce qui serait intéressant de voir, c'est voir si sur Google Ads, il est un peu plus précis. Exactement, l'écart type. Alors, je vais essayer de regarder. Donc là, pendant que tu fais ta recherche, quand on est sur... on va faire une estimation comme ça à la volée très simple. Imaginons qu'on est effectivement sur 3,50 € du clic. Quand on est sur 3,50 € du clic, et alors imaginons, on va poser ça sur la table, puisque avant même d'avoir mis une campagne en place, on ne sait pas notre taux de transformation en prospect. Oui. Je rappelle ce qu'est un taux de transformation en prospect. On paye 100 clics. J'ai 10 prospects. J'ai donc un taux de transformation en prospect de 10%. Tant que tu n'as pas fait une campagne publicitaire, notamment ici, ce serait une campagne Google Ads en search, tu ne peux pas savoir à combien tu convertis. D'accord ? Surtout que le taux de conversion, il va dépendre aussi du mot-clé. Ce mot-clé-là, il convertit peut-être à 10%. Il y en a un autre qui va peut-être convertir à 20% et un autre qui va convertir à 2%. Ouais, tu as le chiffre ? J'ai les chiffres. Donc, là, au niveau du trafic, donc, par rapport à ce que ressortit SEMrush, on est sur à peu près la même gamme. On a quel volume ? 50 de recherche mensuelle. C'est pas dingue, ok. C'est pas dingue. Mais au vu des fourchettes d'enchères, j'ai bien la sensation que ce soit un mot-clé qui a l'air, a priori, le convertissable. Parce que l'enchère la plus basse, elle est à 3,60 €. Ouais, c'est un mot qui est cher. Et l'enchère la plus haute monte à 9,64 €. Ok. Donc, ce qui est quand même un coût. Il y a une compétition. Il y a quand même une compétition sur ce mot-clé-là. Ouais. Et pareil pour la version où c'est juste logiciel Calliope tout court. Là, tout à l'heure, celui d'avant, c'était logiciel organisme de formation Calliope. Et le logiciel Calliope, c'est quoi ? Et le logiciel Calliope, donc même nom, même volume. Par contre, au niveau donc l'enchère la plus basse, pareil, 3,63 €. Et l'enchère la plus haute à 7,01 €. Ok, donc à peu près les mêmes tarifs. À peu près les mêmes tarifs. L'autre est plus précis, donc un peu plus cher si tu veux la combe. Exactement. Par contre, tu me dis quoi en volume ? Parce que l'autre, on est à 50. Là, c'est pareil, c'est 50. C'est 50 aussi, donc il n'y a pas d'énorme volume. Et ça, c'est important de le savoir pour voir ce qu'on va déployer. À voir, il faudrait gratter s'il y a d'autres requêtes. Donc là, qu'on se comprenne bien, là, on parle d'une requête. Clairement, ce qu'on vérifie, c'est est-ce que quelqu'un qui tape ça veut un logiciel comme le business qu'on est en train de décortiquer. Le prospect propose. Exactement. Si c'est le cas, pourquoi pas ? Alors, ça va nous amener à parler de deux choses. Premièrement, si c'est le cas, je reprends mon explication. Si, par exemple, je suis à 10% de transfo, et on le verrait qu'après avoir testé ce canal, si je suis à 10% de transfo, disons à 5 € le clic, je suis à 50 € le prospect. Ok ? Alors, imaginons que je suis à 50 € le prospect et que je fais un taux de transfo, donc de prospect à vente, de 50%. C'est-à-dire sur 2 prospects, j'en signe un parce que ma soluce, elle est bonne. J'aurai un coût d'acquisition à 100 €. Et ça va me permettre d'aborder la notion de rentabilité. Donc, tu sais qu'il y a 3 scénarios de rentabilité. Le premier scénario, le plus simple, et cette boîte n'est pas dans ce cas-là, c'est quoi ? C'est je vais acheter, parce que là on parle d'achat de client, quand on fait de l'acquisition de client, on parle d'achat de client. Évidemment. Je vais acheter mon client moins cher qu'est-ce qu'il me rapporte immédiatement. Ça veut dire quoi ? On va prendre un truc, je vends des tasses, tu vois, à 1000 €. Je sais que quand je fais de la publicité, en moyenne, il faut que je dépense 200 € pour vendre une tasse à 1000 €. Et que quand on m'achète la tasse, on me l'achète tout de suite. C'est-à-dire que je récupère l'argent très rapidement. Ainsi, je peux mettre 200, je vais gagner 1000. Donc, je vais gagner 800 de marge. Ouais. Je peux mettre 2000, je vais gagner... et ainsi de suite. OK ? Donc, je vais gagner 1000 fois 10, je vais gagner 10 000, donc 8000 de marge, et ainsi de suite. Ça, c'est le ROI, enfin, c'est le scénario de rentabilité le plus simple
je mets une pièce d'1 €, je ressors 2 €, je suis content et j'ai plus qu'à amplifier le tir. Bon, c'est extrêmement rare et de toute façon, on n'est pas dans ce cas-là. Le deuxième cas, c'est je vais faire de la marge, donc je vais acheter mon client moins cher que ce qu'il me rapporte. Et le problème, c'est qu'il viendra que plus tard. Que plus tard, c'est-à-dire que l'argent viendra plus tard. Donc là, on va être typiquement dans ce cas-là parce que imaginons, on reprend notre scénario, ça coûte donc 100 € d'acheter un client. Un client à 20 € par mois, si je reprends le tarif. Oui. Moralité, quand je paye 100 € de publicité, j'ai un nouveau client qui me donne 20 €. Je vais donc attendre 5 mois avant de devenir rentable sur ce client. Ça veut dire que si je veux 10 clients ce mois-ci, il faut que je sorte 1 000 € et que ces 1 000 € de trésor, je vais la sortir dans 5 mois. Et c'est ce qui va bloquer ma capacité à croître. Parce que j'en veux 1, j'en veux 10, j'en veux 100, j'en veux 1000 des clients. Et donc en fait, ma limite, c'est ma limite de trésorerie. Quand on est dans un cas comme celui-ci, on se dit donc, ah ouais, c'est en gros 2 cas de figure. Soit j'ai la trésor, j'ai beaucoup de trésorerie, je peux faire de l'acquisition paid. Soit j'en ai pas et je peux pas faire d'acquisition paid. Ok ? Et effectivement, on pourrait se dire, laisse tomber. De toute façon, vu le marché, vu le prix que je vends, le canal publicitaire, il est bloquant, je vais donc tout miser sur l'organique. C'est pour ça qu'on va aussi se dire comment on pourrait faire en organique. Il y a quand même une particularité dans le SaaS, une solution qui pourrait être envisageable. Il y a une boîte qui s'appelle Silver. Ouais. Silver, on va simplifier le truc. C'est comme une banque qui fait du financement prédictif. En gros, c'est très simple. Cette boîte-là, elle va capter son client, imaginons 100 €. Et elle signe un deal à 20 €. Ce qu'elle va faire, elle va aller voir Silver, elle va dire voilà, j'ai besoin de récupérer mes 100 € tout de suite. Voilà le contrat, finance-moi 100 €. Et au prochain client, ça sera et ainsi de suite, et ainsi de suite. À chaque fois qu'elle va capter un client, elle va se faire réavancer l'argent. Une sorte de factor. Tu sais, une factor, ça te paye ta facture tout de suite alors que tu seras payé dans 2 mois. Là, c'est le même principe. Et ils font ça sur le e-commerce, il me semble, et sur tout ce qui est très prédictif, genre le SaaS. Le SaaS, on sait que un client reste en moyenne tant, qu'il me faut tant de temps pour être rentable. Et donc, ils vont te financer. À chaque nouveau client, ils vont te financer. Donc, il existe une solution de financement dans un cas de figure comme celui-ci pour ne plus être bloqué par la trésor. Ok ? Néanmoins, on pourrait tomber sur un cas où, par exemple, la boîte, elle n'a pas assez d'historique. Et ces boîtes-là, elles vont te filer de l'argent parce que tu as de l'historique. Elles savent que tu es fiable. Bon, bref, et ainsi de suite. Et donc là, oui, effectivement, les canaux publicitaires, c'est juste pas possible parce que ce n'est pas rentable immédiatement. Mais après, spécifiquement pour ce cas-là et pour ce prospect-là, je pense que c'est une méthode qui peut être envisageable parce que, comme tu le dis, on parle pas de notoriété, mais de temps d'existence, que pour avoir la confiance justement de Silver pour qu'ils puissent nous prêter l'argent. Là, c'est une société qui a développé cet outil-là en supplément de son activité principale et qui, déjà d'une part au niveau de la trésorerie, si elle se penche sur le développement de ce logiciel, c'est qu'elle est en capacité de pouvoir investir. Et en plus de ça, je pense que même s'ils passent par Silver, il y a quand même la possibilité aussi que Silver leur passe justement un petit peu de sous pour continuer à creuser sur ce côté-là. Donc l'ancienneté sur ce prospect-là, il peut le faire. Ça, il n'y aurait pas de problème. Ok. D'ailleurs, je crois que pour Silver, il faut 10 000 € de chiffre d'affaires. Et 3 ou 6 mois d'existence. Donc, effectivement, je pense que c'est largement le cas. Ok. Donc, ce cas de figure me montre aussi 2 choses. C'est que, premièrement, on a un coût au clic face à la valeur d'un abonnement à 20 €. Voilà, si tu vendais un SaaS à 200 €, plus le problème, 5 €. Et là, 5 €, on voit bien qu'au bout de 4 clics, tu as déjà bouffé une mensualité. Okay, donc, on a quand même un marché qui est pas donné non plus. Mais dans le SaaS, c'est normal. Pourquoi ? Parce que le SaaS, le modèle économique du SaaS, c'est le modèle économique le plus rentable qui existe. Il est récurrent et il a, même si tu peux avoir des coûts fixes élevés, tu as des coûts variables très faibles. Tu peux acquérir 1000 clients aujourd'hui, il ne faut pas 1000 personnes qui fabriquent de plus. Tu as une solution SaaS, elle est universelle, elle est réplicable, duplicable. Voilà, tu as des petites mises à jour de temps. Exactement. Après, ça bouge pas. Exactement. C'est pour ça que dans le SaaS, souvent, tu as des coûts au clic, tu as un marché. Évidemment, c'est que de l'acquisition, en fait, le SaaS, une fois que c'est posé. Okay. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de boîtes SaaS qui lèvent beaucoup d'argent. Ils lèvent beaucoup d'argent pour avoir la trésor, pour acquérir massivement sans ce problème de rentabilité.
Ok, n'empêche que moi ça me pose problème, en tout cas les premières observations qu'on fait, c'est-à-dire sur quel mot-clé pourrait générer des conversions assez rapidement, on a un problème, c'est un problème de volume. Oui. 1. Et 2, comme je l'ai dit, potentiellement on a peut-être un problème aussi de prix. La compétition sur le canal Search Paid, il est haussier. Il est à 5 balles, entre 3,50 et 9 euros. Face à ça, on peut dire, à gratter, mais s'il n'y avait que ça comme mot-clé, et a priori c'est un peu le cas, comme mot-clé qui détermine très clairement je veux ça, on ne va pas pouvoir faire de l'acquisition, même si ce n'est pas massif en termes de volume, pas pouvoir acquérir beaucoup de clients comme ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui cherchent. En termes directs, oui, c'est sûr que là, ça risque d'être compliqué. C'est compliqué. Maintenant, est-ce qu'on peut creuser sur des requêtes qui sont peut-être un peu plus larges ou qui peut peut-être déceler justement le besoin d'avoir la nécessité d'un logiciel. Parce que forcément, comme je l'ai dit un tout petit peu plus tôt, beaucoup connaissent ce problème, mais beaucoup de personnes ne savent pas que ce type de logiciel existe. Donc du coup, ils vont faire des requêtes pour améliorer leur gestion justement des dossiers pour Calliope. Et donc, peut-être qu'en grattant sur aide à la gestion, préparer audit Calliope, ce genre de requête, peut potentiellement déceler justement le besoin de l'utilisateur de trouver un outil cet outil qui est proposé. Mais d'ailleurs, ce qu'on peut faire, regarde, t'as tapé juste Calliope dans SEMrush. Alors, justement, je l'avais fait tout à l'heure, je vais le refaire là. Et on regarde un petit peu quel est le premier mot-clé. Donc, tu classes par volume, évidemment. Et tu regardes quel est le premier mot-clé qui pourrait... Alors, bien sûr, pas aussi nettement que les deux premiers mots-clés qu'on a vus. Mais oui, si le mec cherche ça, s'il tape ça, c'est qu'il y a une problématique Calliope dans son histoire. Alors, Calliope, donc forcément, le premier mot-clé qui ressort... Là, je regarde sur Google Ads. Ok. Donc, pourquoi sur Google Ads, d'ailleurs ? Pour voir déjà un petit peu, avoir plus d'informations au niveau du trafic en réalité. Ouais. Et voir un peu déjà si c'est un mot-clé qui est déjà concurrentiel ou non au niveau de la fourchette. Ok, tu veux vraiment voir l'écart type du CPC exactement. Qu'on n'a pas dans SEMrush. Parce que là, ce qu'on me ressort surtout avec Calliope, ça va être surtout donc Calliope formation. Après, il y a certification Calliope, donc qui reste un petit peu plus, un peu moins de trafic que le mot-clé Calliope en lui-même. Il a combien le volume de certification Calliope ? 5400 de recherche. Voilà. Et pour moi, effectivement, c'est ce qui va me permettre de déployer un petit peu ce qu'on pourrait faire dans Performance Max, mais pour moi, quelqu'un qui tape certification Calliope, il a une problématique Calliope. Et là, il y a du volume pour travailler. Donc effectivement, en Google Ads, moi en tant que gestionnaire de compte Google Ads, évidemment, peut-être qu'en fait, on a une requête qui est un peu trop large pour être rentable, mais peut-être pas. C'est quoi l'écart type en CPC, tu me dis 1 euro en fourchette. Voilà. Et 3,80 en fourchette. Voilà. Donc ce que tu peux faire, tu fais une petite campagne. Tu mets ce keyword, tu cales à 1,20€, ok, 1,20€, 1,30€, enfin tu capes un peu pour essayer de prendre que les miettes, pas cher, et là tu checkes le taux de transfo. Ça se trouve, on est sur un mot-clé avec un taux de transfo, même s'il est à 5%, ok, tu payes 100 clics à 1€, 100€, tu as 5 prospects dedans, si tu as un taux de transfo en vente, je sais pas, même de 1 sur 5, tu as un coût d'acquisition de 100€. Mais par contre, tu as le volume, tu as une capacité d'acquérir beaucoup plus de prospects avec cette méthodologie. Moi, ce qui m'intéresserait de voir, c'est justement de creuser aussi autour de Audit Calliope. Vas-y. Donc, je vais regarder un peu. Ouais, bah oui, parce que il est là aussi gros du marché. Tous les ans, il y a un audit Calliope. Puis même, pas forcément que tous les ans pour ceux qui ont besoin de relancer, même pour ceux qui ont besoin, dans un premier temps aussi, quand ils lancent leur organisme, de le passer. Donc, du coup, ça passe toujours par un audit. Exactement. Audit de suivi Calliope, non. Là, on est sur des volumes qui sont beaucoup plus petits. Donc là, on est à 590 de recherche mensuelle. Sur audit Calliope, ok. Et des CPC, donc une fourchette basse à 85 centimes jusqu'à 4,39€. Donc maintenant, il reste à voir si, en passant par cette requête dans la campagne, qu'on tape entre guillemets un peu plus en large et puis après avec Performance Max, voir si
on arrive quand même à en déceler des personnes qui ont nécessité de justement d'avoir accès à ce logiciel, ou si justement ils sont déjà prêts et ce qu'ils veulent, c'est juste déjà avoir leur audit. En tout cas, ce que je pressens, c'est que certification Calliope, évidemment, tu parles à un centre de formation établi, oui, mais aussi beaucoup à un futur centre de formation. Là, je vois bien une requête, tu sais, type créateur d'entreprise. Ouais. Tu vois, c'est pas impossible. Si c'est le cas, si c'est genre 80% de gens qui veulent créer une boîte, ben même 20 €, ça leur paraît un peu élevé, tu vois. Oui. Par contre, audit, tu es déjà dans un mec qui sait qu'il y a un audit. Ok. Et je pense qu'on est plutôt sur une requête, on sait que là, c'est 100% de boîtes qui sont déjà installées. Donc financièrement, il y a très peu de freins à mettre 20, 40 ou 60 € par mois pour une entreprise qui est déjà installée. Ce qui est un peu différent. En gros, si tu veux créer ton entreprise, il peut se dire, ah ben je vais le faire moi-même. Bon, tu vois, je vais pas mettre 20 € par mois. Quand on peut sauvegarder un peu de sous. Ça, le créateur, en tout cas, il est comme ça. La boîte qui est installée, elle veut sauvegarder du temps. Le créateur, il veut sauvegarder des sous. Il n'a pas les mêmes problématiques. Et donc, peut-être, par exemple, sur un keyword comme audit, on aurait un coût au clic, à mon avis, qui est un petit peu plus élevé. On aurait des prospects plus élevés, mais on aurait un taux de transformation en vente concrète bien plus élevé. Tu vois ce que je veux dire ? Ok, donc, effectivement, en paid, on pourrait déployer ça. 1, les keywords à haut taux de probabilité de transformation. 2, tester des keywords qui ne sont pas déconnants. On va parler du SEO après, tu sais, beaucoup plus écarté, mais on pourrait effectivement tester en serrant un petit peu la vis, bien pressé comme un citron, pour taper bas et récupérer les miettes, juste pour bêta-tester est-ce que j'ai une rentabilité ou non. Donc ça, c'est des bonnes opportunités quand même. Ensuite, je veux revenir donc au coût au clic, notamment sur les mots-clés importants. Ouais. Et puis globalement, qu'est-ce que j'observe ? En fait, là, l'idée, c'est de dire, ok, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un coût au clic, dans la compétition, quand tu vois 5 €, 7 €, le coût au clic, c'est uniquement la compétition au moment du search, dans le moteur de recherche Google. Il y a beaucoup d'acteurs qui veulent apparaître face à un mot-clé. C'est pour ça que les coûts au clic montent. Mais cette compétition, d'une certaine manière, se dilue, disparaît lorsque tu changes d'interface, lorsque tu sors du Google Ads Search. C'est là que vient Performance Max. Donc, pour rappeler, Performance Max, c'est la capacité de faire de la publicité sur l'ensemble de l'inventaire Google. Ça veut dire toutes leurs interfaces, leurs plateformes, bien sûr Google en Search, moteur de recherche, mais aussi sur YouTube, mais aussi sur Gmail, mais aussi sur Discovery, bref, sur l'ensemble de l'inventaire. Et dans cet inventaire, le plus cher évidemment, c'est le Search, Google, le moteur de recherche, et il y a plein d'emplacements qui ne sont pas chers. Mais l'avantage, c'est que Google, lui, l'a donnée. Il sait, en réalité, on n'a pas forcément besoin de s'afficher quand quelqu'un tape logiciel Calliope, on n'a pas besoin de s'afficher là pour espérer toucher cette personne. Pourquoi ? Parce que Google, il le sait très bien qui a tapé ça. Ok ? Et bien, on peut dire à Google, va me toucher les gens qui ont tapé ça hors de la plateforme search. En gros, je peux cibler les gens qui ont une intent de logiciel beaucoup moins cher. Et c'est ça la force de Performance Max. Et Performance Max, il règle donc 2 problèmes. Il règle le problème potentiellement du coût, ok, parce que je sors de la compétition et pourtant je vais toucher les mêmes personnes. Et puis il règle la problématique volume. Pourquoi ? Parce qu'au fait, le search, ce qu'on voit là depuis tout à l'heure en search, nous donne des intentions, on estime. Mais en réalité, cette stratégie-là de dire, s'il tape ça, peut-être qu'il en a besoin, avec Performance Max, Google le fait. Là, il arrive à déceler lui-même, sans qu'on fasse réellement de tests. Dans les 5400 recherches certification Calliope, au sein de ces requêtes, au sein de cette cible, de cette audience, il y a une partie qui fait... Il y a une partie qui ne veut pas de logiciel. Il y a une partie qui en veut. Mais ça, derrière, justement, nous, au lieu de tout d'attendre qu'on arrive à les trouver, à les capter, lui, Google le sait déjà, et on peut pouvoir les capter. Exactement. Donc ça, c'est le premier avantage. C'est-à-dire que ça, plus globalement, une industrie, une thématique dans laquelle il y a peu de volume de search, Performance Max. Tout de suite, réaction. Une thématique où c'est très élevé en termes de coût au clic sur le search, Performance Max peut être un très bon levier. Donc ça, c'est le premier cas de figure. On va continuer sur la ads. Si je récapitule, je veux aller vite pour acquérir le paid, la publicité, effectivement. Numéro 1,
on va essayer de chercher ce qu'on appelle le bas de funnel. Ça veut dire tout en bas, vraiment cette petite portion de gens qui veulent tout de suite le logiciel. Tout de suite. Ok, ça c'est le search. C'est pour ça que c'est payant et que c'est très cher. Ça c'est 1. 2, moi parce que je pense qu'on a une problématique très, très clairement. Dans ce cas-là, ce que je ferais, c'est le search et Performance Max tout de suite. Et pour faire Performance Max, en gros, c'est des annonces qu'on va produire qui vont se diffuser, comme je l'ai dit, sur tout l'inventaire. Le plus gros game changer en Performance Max, c'est la vidéo. Ah, ça, c'est clair. C'est mettre de la vidéo d'un gars qui parle devant une caméra, principalement, qui va expliquer son software. Ça peut être de la 2D, tu sais, genre un peu dessin animé, mais vraiment le plus pertinent, c'est un professionnel qui parle de sa solution et en quoi résout le problème. Il exploite un peu tous les arguments. Voilà, ça fait ci, ça fait ça, machin, vous allez gagner en rentabilité et tout. Il faut faire de la vidéo et c'est le plus gros frein. Pourquoi il faut faire de la vidéo? Parce que déjà, l'impact sur l'audience d'une vidéo, ça n'a rien à voir avec une image ou un texte. Okay, on donne beaucoup plus confiance avec la vidéo. Et surtout, si je branche une campagne Performance Max sans avoir produit de vidéo, c'est Google qui va s'en charger. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre 3 photos sur mon site, 2 photos, voilà, exactement, et il va les produire lui-même, il va faire un truc tout moche qui marche pas. Du coup, Performance Max, c'est oui, mais il faut le Creative Set. Creative Set, j'ai produit toute une série de vidéos. 9/16e, 16/9e, carré. J'ai ce qu'il faut pour que ce soit bien. Ouais. Exactement. Ça peut être le premier frein, c'est-à-dire que ça peut être un premier frein financier pour certaines boîtes, c'est en gros, un Creative Set, ça va coûter 3 000 €. Okay, et ben, peut-être si j'ai pas 3 000, je peux pas le faire. Et donc, si je peux pas faire Performance Max, je suis obligé de faire du search, mais c'est aussi compétitif. Okay, donc là, moi, globalement, je dis, il faut y aller très clairement. C'est le search, plus ou Performance Max des vidéos, et tout de suite, s'il y a Performance Max, potentiellement, alors peut-être pas tout de suite, mais dans un second temps, retargeting. Donc, retargeting, je rappelle, des gens sont arrivés sur votre page, et on va les retoucher par la publicité. Donc Performance Max fait énormément ça, évidemment. Il ne fait presque que du retargeting, puisque face à une cible potentiellement intéressée, il va y aller. Et je disais en troisième temps, potentiellement Facebook Ads. Oui. En retargeting. Vous avez été sur mon site, c'est que vous êtes intéressé par l'idée. Donc je vous re-shoot sur Facebook. Et l'intérêt de faire ça, c'est qu'après, si c'est suffisant la quantité de prospects qu'on génère par mois, on s'arrête là. Il n'y a pas besoin de faire plus que ça. Il faut s'améliorer sur la vente, l'auto-transformation en vente. La boîte, c'est son boulot à faire ça, mais nous, en tant que marketeur, on stabilise les volumétries comme ça. Il y a des boîtes avec 3 prospects par semaine, c'est suffisant. Okay, et voilà, on ne sait pas là, mais imaginons ça génère 15 prospects par semaine. Si c'est suffisant, on s'arrête là. Si c'est pas suffisant, on va faire un grossissement de l'audience. Donc, très clairement, on va dire à Performance Max et Facebook, on va leur dire, voilà qui sont les gens que je vise et qui transforment chez moi. Va m'en chercher d'autres. Ok. Moi, je me pose la question, c'est... Voilà, là, au final, maintenant, la porte d'entrée, ça va ce qui va jouer de pouvoir rentrer là-dedans, c'est surtout la trésor. Ah. Et donc, du coup, au final, ce qui va être le plus pertinent, du coup, c'est Performance Max avec le Creative Set. Parce que, certes, la deuxième solution que tu as proposée, là, en faisant du search et du retargeting, le problème, c'est qu'on va, entre guillemets, entretenir tout de même l'utilisation en fait, des déchets, dans le sens où tu me dis si tu me suis bien, hein, mais vu qu'on va cibler des mots-clés qui n'ont peut-être pas forcément la tendance d'avoir l'intention directe de dire on a besoin du logiciel, donc, par exemple Calliope, audit Calliope, on va aussi bien taper des gens qui vont pas avoir besoin du logiciel, mais on va tout autant aussi les retargeter. Ouais. Et donc du coup, entre guillemets, là où on serait plus pertinent à aller, très bien, c'est de faire comprendre que, certes, là on est sur un modèle économique qui peut être rentable sur la durée, mais que le coût à l'entrée va être va être important dans un premier temps, et donc du coup, il y aurait nécessité d'être le plus performant et le plus percutant dès le départ, en passant par du coup un Creative Set couplé avec le Performance Max. Alors exactement. Alors ce qu'il faut savoir là-dessus, parce qu'en gros, si je reprends ce que tu me dis, c'est en gros, si j'envoie 1000 visiteurs pas qualifiés sur mon site, si je retarget ces visiteurs, je ne fais que retoucher des gens qui ne sont pas qualifiés. Exactement. C'est ça que tu me dis? C'est ça. Oui. C'est la raison pour laquelle je ne fais jamais ça. On va prendre le schéma simple. Je fais de la pub sur Google Ads, ça génère du trafic sur ma page. Je dis à Facebook, va me retoucher ses utilisateurs. Ça, c'est le retargeting simple. Oui. Mais je ne fais jamais ça en tant que tel. Je dis à Facebook, je ne lui dis pas, va me retoucher ses utilisateurs. Je lui dis,
Tiens, je te donne mes visiteurs, prends-la dans ta donnée. Ok. Mais en même temps que je fais ça, je lui dis, génère-moi des conversions. Du coup, il trouve un terrain d'entente entre me retoucher mes visiteurs et générer des comptes. Donc, très simplement, sur les 1000 visiteurs, s'il trouve une portion de gens qui à la fois sont venus sur mon site et sont potentiellement des gens à transformer, il va toucher ces gens-là et il va abandonner de retoucher, si tu veux, les déchets, comme tu appelles ça. Ok ? Mais le problème en faisant ça, c'est que j'ai des problématiques de volume. Le retargeting, pour que ça marche bien, il faut de la data, il faut beaucoup de volume. Sur des marchés à 50 et 50, là, 50 de recherche, c'est pas suffisant. Du coup, je fais jamais du retargeting pur. Je passe presque toujours à l'étape 3, c'est-à-dire Facebook, voici les visiteurs, voici aussi surtout les gens qui remplissent le formulaire de demande prospect. Je te donne ma donnée de retargeting, touche-moi mes users s'ils sont bons, okay, s'ils te semblent bons, mais surtout, va tout de suite me chercher des autres utilisateurs qui ont un profil de converters. Pour ce qu'à la fin, Facebook, en fait, la seule donnée que je lui donne, c'est voilà les données de mon site. Fais ton taf, quoi. Va me chercher des users qui transforment. Pour par la suite, après, lui remonter uniquement les conversions, pour après affiner. Et après, il n'a plus besoin de mon retargeting, il n'a plus besoin de ma source de trafic. Enfin, il a toujours un peu besoin, bizarrement. Quand tu coupes ce canal-là, à un moment donné, il n'est plus aussi bon. Mais c'est pas tant ça, c'est juste un indicateur que je lui donne. C'est pas du retargeting pur. Parce que, oui, si tu ramènes des visiteurs qui ne transforment pas, il va te retoucher des visiteurs qui ne transformeront jamais. Ça ne marchera pas. Donc voilà pour la publicité. Donc c'est clair que dans un modèle économique comme ça, c'est la trésor qui fait foi. Il y a Silver comme opportunité. Si on a la trésor si on a Silver, très honnêtement, il faut pousser dans ce curseur-là. Cela n'empêche qu'il y a aussi les leviers organiques. Et ça, les leviers organiques, on ne peut pas passer à côté parce que dans tous les cas, là, le levier sponsor, il va surtout être là au départ. Même si sur le long terme, voilà, c'est toujours mieux de le garder. Mais l'organique, c'est sûr qu'il faut commencer dès aujourd'hui pour avoir des résultats demain, dans le sens où on le fait sur le long terme. Parce que, évidemment, on reste quand même dans une thématique qui est, avec un produit qui est assez ciblé. Mais c'est pas parce que justement en ads on a des mots-clés qui sont tout de suite à écarter qu'en organique c'est des mots-clés qu'on doit écarter aussi. Clairement. Au contraire, parce que justement ça permet de construire un cocon sémantique et de construire aussi la réflexion de l'utilisateur, de se dire ah bah tiens, au final je viens pour une information sur Calliope, parce que je recherche, parce que je vais monter soit un organisme de formation ou je suis déjà dans un organisme de formation. Donc en fait il est très en amont. Voilà, il va m'acheter demain. Exactement. Très en amont. Ce serait pas rentable en termes de pub. C'est ça. Il l'est en termes d'organique, parce qu'à la fin, on ne les paye pas les clics. On a bossé, on a payé d'une certaine manière quelqu'un pour le faire. Mais il est très en amont. Là, en fait, en organique, on va avoir le temps de pouvoir éduquer l'utilisateur, enfin le visiteur sur le site. Ouais. Tandis qu'en acquisition sponsor, il est techniquement déjà éduqué et on doit aller tout de suite le récupérer. Ce qui n'est jamais le cas. Ce qui n'est quasiment pas le cas. Mais... Il peut avoir un profil. Très proche de le faire. Quand je dis éduquer, voilà, c'est vraiment... C'est pas éduquer sur ton produit, c'est éduquer sur le marché. C'est sur le marché. Là, quand on fait de l'organique, c'est vraiment de commencer vraiment très en amont pour petit à petit englober l'ensemble des requêtes qui peuvent être à tendance à parler par la suite de notre produit, mais de toujours commencer sur le top funnel pour ensuite après arriver au bottom pour chercher la conversion. Exactement. Donc ça faut bien le comprendre. Quand on fait de l'organique, on peut très bien toucher, dans la grande majorité des cas, on peut toucher en publicité des requêtes qu'on ferait en organique, qu'on ferait en référencement naturel. On pourrait les payer. Sauf qu'il y a des requêtes qui sont tellement en amont, genre le gars, il achètera, mais dans 5 ans, quoi. Exactement. Qu'on va pas payer du clic maintenant pour avoir une rentabilité dans 5 ans. Bon, là, il faut une trésor, juste... bref, ça sauf si on est un grand malade. Ouais, ou alors on est extrêmement riche, mais on va pas avoir un décalage de 5 ans. Ouais. Ok. Il y a des boîtes qui sont extrêmement riches. Tu vas prendre, moi je prends souvent ce cas de figure-là, cet exemple-là. Tu prends une marque comme Audi. Il y a 25 ans, je voyais des publicités à la télévision. 25 ans après, j'ai acheté une Audi. Ça veut dire que les mecs ont déjà dépensé il y a 25 ans pour me séduire. Et puis ils ont dépensé des années et des années pour à la fin que Guillaume achète une Audi. Exactement. Donc ils l'ont fait. Ils sont très riches. Ils sont en capacité de le faire. Alors ils ont fait de la transformation directe. Il y a 25 ans, il y a des mecs qui achetaient directement. Donc... Mais si tu veux, c'est une logique, mais elle est difficile si tu as une trésor limitée comme la plupart des boîtes. Okay. Donc
ce qui m'intéresse là sur le référencement naturel. Donc effectivement, le référencement naturel nous permet d'avoir une stratégie liée au search et de taper plus large. Oui. Ce que tu me dis là, c'est Guillaume, avant d'avoir un mec qui tape concrètement je veux un logiciel Calliope, tu me dis déjà prends un mec, va parler d'un mec qui s'intéresse déjà bien en amont. Très en amont, c'est par exemple créer mon centre de formation. C'est très en amont. Il n'a pas encore connaissance qu'il y a Calliope et tout ça, mais il l'aura. Donc si tu le touches à ce moment-là, que tu le suis, donc j'imagine tu récupères par exemple un email sur un article de blog, tu envoies des mailings, tu le suis, le jour où il se rend compte qu'il y a Calliope, qu'il y a un problème, machin, c'est ta solution qui prend. Et là, franchement, sur cette boîte-là, en organique, j'y crois énormément de ce fait-là. Alors, sur la plupart des projets où on travaille, on se dit toujours, OK, il y a la requête à haut taux de transformation, c'est le cas ici, il y a 50 recherches, c'est très peu de volume. Il y a testé le Calliope, genre certification Calliope, il faut les tester, ceux-là. Et ceux-là, ils semblent être très proches de la transformation. Ces gens-là vont peut-être prendre un logiciel très rapidement. Là, tu me parles de l'amont, et souvent, ce qu'on met aussi dans une stratégie organique, c'est la thématique au global. Donc en amont, ce qu'on dit, c'est que si quelqu'un veut créer un centre de formation, un jour, il aura Calliope à faire, donc logiciel. Quand on va être ciblé sur la thématique au global, la stratégie, le cas de figure, c'est de dire quoi? C'est de dire je vais produire du contenu sur des problématiques non Calliope d'un centre de formation. C'est ça. On est d'accord? Oui. Tu peux développer un peu cette stratégie-là? C'est quoi les cas de figure, des exemples par exemple? Quel cas de figure je pourrais donner? Un centre de formation, il peut avoir quoi? Il peut taper quoi? Il peut avoir quoi comme problématique, un centre de formation? La facturation? Tout ce qui est de facturation, législation, tout ce qui va être RGPD. Concernant les RGPD. Il peut avoir une problématique marketing ou d'acquisition, genre... Problématique d'acquisition aussi, ouais. Il peut avoir une problématique RH, une problématique de recherche de formateurs. Tiens, on va prendre ce cas-là, on est d'accord? Quelqu'un qui tape recruter formateur. Oui. Peut-être pas, mais j'ai la sensation que un gars qui tape ça, c'est un centre de formation. Oui. Dans sa requête, rien à foutre de Calliope. Pour le moment. Pour le moment. D'ailleurs, c'est peut-être dans un coin de sa tête, mais en tout cas, dans sa requête, il ne l'exprime pas. Il tape ça, tu ranks, ça doit pas être très très concurrentiel. Tu ranks, il te lit, il observe ta marque. Si possible, tu as trouvé un guide, un truc pour récupérer sa coordonnée. Et là, il n'y a plus qu'à créer la relation pour aller lui vendre à terme. Voilà, ça se déroule. Ouais, du lead nurturing en fait. Là, exactement. Après, là, surtout dans un sujet comme celui-ci, il y a tellement de possibilités en termes organiques à cibler pour aller se rattacher par la suite à justement réduire le tunnel vers justement la proposition de tu vois, tu me suis depuis pas mal de temps, tu t'as vu mes contenus, je t'ai répondu à plusieurs de tes questions, mais par la suite, il a su se développer cette question de dire putain, mais en fait, j'ai besoin d'un logiciel. Et puis là, clairement, il sera présent. Je pense très clairement, moi là, à l'étape où on en est de l'étude, pour moi, il y a deux choses qui me paraissent, vraiment game changer, quelque chose qui peut changer la boîte. L'organique, SEO, c'est clair. Oui. Clair net, pour tout ce qu'on vient de se dire. Et effectivement, en paid, parce que le paid, ça reste quand même le truc qui va... Parce que le SEO, ouais, ça va marcher, il n'y a aucun problème là-dessus, c'est qu'une question de temps, mais c'est quand même une question de temps. Alors, très honnêtement, si la boîte, elle n'a jamais rien fait, elle aura des résultats, ses premiers petits résultats dans 6 mois. Allez, 4-6 mois. Si elle envoie lourd, dans 6 mois, effectivement, ça va commencer à causer, mais il faut envoyer lourd, ça veut dire faut envoyer de l'argent, il faut des gens qui bossent, il faut des gens qui produisent du contenu, qui intègrent, qui fassent de la qualité. Parce qu'il y a quand même une compétition dans le monde de la formation. C'est qu'on a un site qui s'appelle Mon Projet Formation, je connais quand même la thématique. Ça fait des années maintenant que j'ai des clients dans la formation. On a My Security Job, qui est quand même un très gros acteur de la formation en sécurité, donc je le connais quand même très bien, ce domaine-là. Il y a une compétition. Okay. Elle n'est pas dingue, mais il y a une compétition. Donc en publicité, si c'était ma boîte, je réfléchirais comme ça. Je me dirais, ok, ta cible... Et en fait, si tu veux, je rebondirais sur ce qu'on s'est dit en termes de SEO. On s'en fout que le mec cherche pas concrètement la problématique Calliope. Ce qui m'intéresse, c'est que ce soit un centre de formation. Parce que si c'est un centre de formation, il y a une problématique Calliope. Ok ? Ça, c'est le numéro 1, c'est le constat. Donc moi, mon job, c'est de cibler les centres de formation et de leur expliquer en quoi. Et t'inquiète pas, Calliope, c'est tellement, à mon avis, relou
à faire. Et les audits et les machins, c'est comme RGPD, c'est comme la qualité en pharmacie, c'est comme tous ces trucs-là. C'est un problème. Donc, ils vont être intéressés par ça. Donc, en fait, la seule clé, c'est de cibler, si tu veux à la fois la vitesse, le volume et potentiellement la rentabilité, parce que ça se trouve, on peut être très bon en acquisition là-dessus. C'est OK. Tu sais que c'est possible de le faire. J'achète la base de données de tous les centres de formation. Je récupère leurs emails. Je prends les emails, je les injecte dans Performance Max et Facebook. Je pousse. Je dis à Facebook et Performance Max, je veux des conversions par exemple à 25 €. Et j'y vais tranquillement. Et à un moment donné, et assez rapidement finalement, ça fonctionne ça. Il va taper que dans la bonne cible avec mes vidéos. Là, on tape tout de suite dans la butte. Je tape dans la butte, j'ai le volume et j'ai pas mes coûts au clic à 5 € comme je l'ai en search. Puis je suis pas non plus étriqué par les volumes. Donc, SEO organique, tel que tu l'as dit, c'est très clair. Ouais. Et en paid, plutôt pas full search, quoi. Tu vois, un peu de search, mais pas full search. Vraiment, pensée massive, je la touche par la publicité rapidement. Je rajouterais même un levier qui serait extrêmement pertinent. Et puis, ça rejoint un petit peu ce que tu viens de dire en achetant une base de données. Mais derrière, du mailing ou du mass mailing. Du mass mailing, tu verrais? Ou de l'outbound, genre de l'emlist. One-to-one, un peu mieux réfléchi. Les deux peuvent se faire. Les deux peuvent être faits. Après, tout dépend en fait de la gestion en interne, justement, de si c'est délégué par une boîte. Enfin, si la boîte délègue cette partie-là à un prestataire qui s'en occupe entièrement. Et à ce compte-là, de faire du one-to-one serait beaucoup plus précis. Ouais, genre l'emlist. Genre tu l'emlist, voilà. Ou si jamais le prestataire souhaite laisser cette partie-là en interne et veut s'en occuper lui-même par question de coût. Et donc du coup, là, le mass mailing serait un peu plus envisageable pour réduire les coûts. Certes, un peu moins qualifié parce qu'on fait pas on va pas créer ce lien avec le contact. Mais au moins, on vient à mettre en fait, on fait de la prospection comme à l'ancienne. C'est surtout ça. Non, mais alors, le mass emailing, le problème du mass emailing, notamment comme ça, tu sais, le vrai mass emailing, là, il y a ta 64 930 boîtes. Ouais. Okay. Le vrai mass emailing, la logique, c'est quoi? C'est je shoot des dizaines de millions d'emails. Ouais. Et vu que j'ai shooté des dizaines de millions d'emails, même si j'ai un taux de transfo extrêmement faible, j'ai quand même des prospects, des commandes. Et voilà. C'est ça le vrai mass mailing. Là, ici, ce que tu me dis, c'est que le mass mailing, c'est 64 930 max. Non, enfin, il y a plusieurs salariés dans une boîte. Oui. Disons 150 000 personnes. Donc, c'est déjà le truc, c'est que tu n'es pas dans un cas de mass emailing, tu n'as pas assez de gens, même 150 000, c'est pas dingue. Ça, c'est le premier point. 2, le mass emailing, ça marche, mais il faut qu'elle carré sur ta base de données. Ah, faut qu'elles soient nettoyées et éviter justement des emails. Si tu éviter sur des emails qui n'existent plus et tout, t'es bon. Ah là, ton email elle saute. On est d'accord, ton email il saute. Bah ça, c'est déjà un boulot, faut pas croire. Hein. C'est pas j'achète une base, je clique sur un bouton, elle est nettoyée, je push. Non. Non. C'est beaucoup de travail. Il n'y a pas des logiciels magiques qui font ça très bien. Il y a des logiciels qui font ça bien, genre Neverbounce. Oui. Ça marche bien pour nettoyer une base, mais c'est pas parfait. Ils te laissent passer aussi des emails qui sont plus bons. Mais quand tu pèses le pour et le contre par rapport à du one-to-one classique en mailing, enfin le mass mailing restera quand même en termes de charge de travail entre guillemets plus accessible parce que mais quel transfo franchement maintenant voilà après c'est pour quel parce que le lemlist l'intérêt c'est quoi? C'est qu'effectivement tu vas pas les shoot, le lemlist c'est quoi? C'est en fait c'est de l'emailing automatisé mais sur une plus faible portion pour donner le sentiment qu'on l'a fait à la main comme si je t'envoyais un mail à toi. C'est ça. Souvent quand tu as ce process là, ce que tu fais, tu te dis pas, même si c'est vrai que ça passe par la tête, tu dis je vais faire ça, faire semblant d'envoyer un mail à la main sur 64 000 ou 150 000 gens. Ouais. Le problème, c'est pour que ça fonctionne, il faut être quand même un petit peu dans le sur-mesure. Tu vois, c'est pas bonjour Hugo, voici mon non, c'est bonjour Hugo. J'ai vu que vous travailliez chez Business Antidote. J'ai vu que vous étiez en train de rechercher une maison. Donc, tu as un travail de qualification de ta donnée. Voilà, je veux dire, tu vas pas étudier chaque prospect si tu en as 64 000. C'est sûr. Là, tu prendras beaucoup plus de temps à part entière pour chaque prospect et ou du moins, tu fais déjà aussi un tri en amont de ceux que tu penses être les plus favorables à contacter. Exactement. Ou non. Regarde, quand tu as fait la campagne meilleure menuiserie, tout de suite, je t'ai filé une database, tu aurais pu la prendre, la pusher. Tout de suite, tu t'es dit non.
Pourquoi ? Parce que dans Meilleure Menuiserie, donc Meilleure Menuiserie, c'est un site qui nous appartient, qu'on optimise pour faire de l'acquisition de prospects via l'organique pour des boîtes de menuiserie d'extérieur. Mais c'est des boîtes de menuiserie d'extérieur, des fenêtres, des pergolas. C'est pas des menuisiers qui font des tables. Et dans la liste que je t'ai filée, il y avait plein de mecs qui font des tables. Exactement, c'est pour ça qu'il faut filtrer dans un premier temps. Ça met du temps. Exactement. Et puis aussi filtrer sur d'autres critères. Enfin, après, tous les critères ils vont s'adapter en fonction des besoins de ce que on va potentiellement vendre et du coup du contact qu'on veut aller chercher pour avoir la prise. Exact. Alors tu vois, c'est intéressant ce que tu dis là parce que c'est toujours c'est pas un débat d'ailleurs, c'est ok, qu'est-ce qu'on fait pour aller chercher nos clients ? De la publicité, du pay. De l'organique ? C'est quoi l'organique ? C'est créer du contenu. C'est quoi ? C'est du temps homme. Oui. Donc en fait, la publicité, souvent la première action qu'on peut avoir quand on n'en a jamais fait, quand on n'a jamais goûté les vrais bénéfices, c'est oh, ça coûte de l'argent, ça coûte cher. Ouais, mais l'organique, ça coûte de l'argent, ça coûte cher. Ouais. L'organique, c'est du temps homme, des gens qui vont fabriquer du contenu. Voilà, donc à la fin, tout coûte. C'est juste que c'est deux stratégies différentes. Ça m'amène à dire ça parce que tu me dis, bah là, l'emailing. L'emailing, c'est vrai qu'on pourrait dire, tiens, ça a l'air génial, ça j'achète, j'appuie sur un bouton, ça envoie. Ça ne marche jamais comme ça. Faut toujours travailler. Faut travailler ce qu'on va dire. Encore une fois, mais il n'y a pas de méthode magique. Il n'y a pas de méthode magique. S'il y a une méthode magique, tout le monde la ferait et tout le monde serait riche. Bah oui, non mais c'est pas tant. Le débat, c'est pas la méthode magique. Méthode facile. Oui. Sans argent, sans temps, sans rien. Non, ça marche pas. Jamais. C'est pour ça que je souligne ça parce qu'effectivement, l'emailing, c'est une procédure qui peut, si t'as pas de trésor et que t'as du temps et que tu te formes, tu veux le faire d'ailleurs par toi-même, comme plein de choses, comme tout ce qui est organique. Mais moi, en 14 ans, 100% des entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, voire failli travailler, parce qu'au final, on n'a pas travaillé ensemble, toutes les boîtes qui m'ont dit « on va le faire en interne », il n'y en a pas une. Franchement, s'il y en a une, je ne m'en rappelle pas. Café en interne. Ouais. Et c'est marrant parce que nous, c'est un peu pareil, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Quand tu te dis, tiens, je vais produire un mailing par semaine et qu'en fait, tu ne payes pas quelqu'un pour le faire, à la moindre semaine où tu es un peu surchargé en taf et tout, tu ne le fais pas. Tu abandonnes. Puis tu ne le fais plus. D'accord ? C'est vrai. Et donc, tout ce qui est organique, c'est une vraie philosophie, c'est une vraie hygiène de travail pour réussir à le faire. Et en fait, pourquoi nous, quand on a quand même beaucoup des clients maintenant pour lesquels on produit du content. Oui. Pourquoi ils évoluent ? Tu prends Afex, tu prends CBA, pourquoi c'est des cours comme ça ? Parce que nous, bêtes et méchants, on nous paye pour faire le boulot et on le fait le boulot. Et de façon régulière. Et bah oui, parce qu'on est payé régulièrement, on fait le boulot régulièrement. Oui. Ça ne peut pas ne pas marcher. Ouais. Okay. Et dans l'emailing, c'est pareil. Si tu n'as pas un sales en interne qui fait ses petites campagnes, qui se rend compte que celle-là ne marche pas, et donc il va en faire une autre. Si tu n'as pas un mec en interne très un peu bien calibré, bien consciencieux, bien professionnel, et qui va bosser, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Le plus simple, je pense, dans un cas comme celui-ci, c'est tu fais entre 2 et 5 articles de blog de qualité par mois. Ouais. Si tu n'as pas la trésor, et tu verras, ça va filer. Tu veux accélérer, tu fais du pay. Parce que l'organique, c'est pas... Tu sais que je regardais, il y avait une étude, je crois que c'est 70%. 70 aux États-Unis, 70% des moins de 25 ans, il me semble, font des recherches sur TikTok. Oui. Alors nous, je pense que la plus grande partie, tout de suite, recherche, je vais sur Google. Mais moi, c'est pas la première fois que j'entends des users d'Instagram, notamment des femmes, qui disent, moi, quand je cherche un prestataire, même un plombier, je vais sur Instagram. C'est étonnant quand même. Parce qu'avant, vraiment, on passait tous par Google. Enfin, et moi, dans mon cas personnel, j'ai du mal à me dire, peut-être parce que je suis ancré comme ça et que c'est pas ma façon de faire de, entre guillemets, nouvelle génération, bien que je reste jeune, de me dire, de te prendre le réflexe d'aller sur TikTok ou Instagram pour faire une recherche. Mais clairement, mais moi c'est pareil, mais moi j'avais formé quelqu'un, c'était un institut de beauté. Elle me dit, non, les recherches, je n'utilise pas Google, j'utilise Instagram. Arrêtez, je dis, mais non. Et en même temps, quand tu es user d'une app, moi aussi, hein, toutes les recherches, ça va être Google. Ou si c'est des recherches un petit peu genre Excel, tout ça, ChatGPT. Mais je vais jamais faire... Mais je comprends le gars qui utilise... Enfin, très honnêtement, aujourd'hui, dans Google, tu tapes une requête, tu as un résultat texte.
Oui. Ok. Au sein de cette page, tu vas avoir de la vidéo, des photos si tu veux, mais tu as un résultat texte. Le mec qui adore TikTok ou les shorts ou YouTube. YouTube, c'est un très bon exemple, c'est un moteur de recherche YouTube. Ouais. Amazon est un moteur de recherche. Tu cherches un produit, il y a pas mal de gens, ils vont même pas aller sur Google, ils vont aller sur Amazon. Mais non, le mec qui adore le format court, genre TikTok, qui a la sensation d'apprendre avec ce format-là, ce qu'il veut comme résultat, c'est pas un résultat texte à la Google. C'est un résultat format court, shorts. TikTok, quoi. Voilà, il cherche un plombier, il veut un plombier. Alors, de ce que je connais de TikTok, le search, c'est pas carré, mais un jour, ça le sera. Et pourquoi je parle de ça? Parce que produire du content pour de l'organique, ça commence toujours par le format le plus simple, c'est-à-dire de l'article de blog qui va se ranker dans Google. Et oui. Mais c'est pas que ça. Si tu veux poser ta marque, si tu veux poser ton business sur le web, il faut déjà que tu penses à produire des vidéos, format court, format long, faire des podcasts. Les gens n'ont pas forcément le temps. Généralement, des requêtes, la base du SEO, à la base, c'était surtout le contenu écrit, le contenu texte. Avant, on lisait les contenus. Maintenant, on s'attarde pas à aller le lire en entier. Je prends un exemple, mon exemple personnel. Je fais une recherche, je tombe sur un article, à moins que je sois extrêmement intéressé, parce que c'est un sujet qui me plaît à la mort, je vais lire le contenu. Mais certes, il faut le dire, si au début de l'article, il y a une vidéo qui retrace l'ensemble de ce qu'il y a en écrit, je vais regarder la vidéo plutôt que de lire le contenu. De toute façon... Et donc oui, je te rejoins là-dessus. Par la suite, tout ce qui est les contenus short, etc., tout ce qui est du snack content, c'est ce qui va par la suite démolir la partie écrite. Démolir en partie une grosse... Enfin, il va falloir des années, mais je parle même pas de démolition. Je dis juste que lorsque tu choisis au sein de ta boîte, tu veux réussir, pas que tu fais du cafouillage et ça marche pas jamais. Tu veux réussir au sein de ta boîte et que tu te dis, tiens, le levier organique, comme c'est le cas pour notre business ici, qu'on est en train d'étudier là, l'organique, il y a une vraie clé. Très clairement, elle est très claire, la clé. Ce que je dis, c'est que c'est multimodal, la production de contenu. Tu commences par du simple, mais il faut visualiser déjà qu'il va falloir un jour faire du texte, bien sûr, d'articles de blog, sachant qu'il y a aussi plusieurs profondeurs d'articles. Tu peux faire des gros guides très, très puissants. Mais il va falloir faire de la vidéo, à terme. On va faire de l'image. On va faire du contenu type PDF, on va faire peut-être du podcast juste audio. Ok ? C'est-à-dire que c'est ça, intégrer la philosophie de l'organique, c'est l'intégrer jusqu'au bout. Alors, tu n'es pas obligé de commencer et de faire la grosse artillerie tout de suite, tu n'as pas les ressources humaines, tu n'as pas tout ça. Mais il faut y penser. Ok ? Voilà. On récapitule pour cette boîte. Cette boîte, il y a des opportunités paid, qui ne sont pas forcément le search pur. Il y a des opportunités organiques. Oui. Je dirais... Tu sais, comme dans n'importe... ce qui est important de voir là pour une problématique comme celle-ci, c'est par où on commence en étant plus efficace. Souvent, ça, c'est le client qui va le choisir. Par rapport à ce qu'on va lui conseiller. Alors, on va lui conseiller des voies, mais aussi son mindset. Il y a quand même une notion... Moi, je trouve dans l'organique, ce qui est cool, quand je parle de mindset, c'est de cette capacité à prendre un risque. De se challenger. De prendre un risque. Oui. Parce que là, en l'occurrence, on parle de quoi ? On parle de, ok, est-ce que je vais faire de la publicité ? Bon, et d'ailleurs, personne ne peut te le dire. Il n'y a aucune garantie de succès. Ah, mais c'est clair. Jamais. Alors, dans la plupart des cas, j'aurai un petit 85. Ça marche ? Mais rien ne te dit que tu n'es pas dans le 15% qui ne marche pas en tant que tel. C'est comme un agriculteur, au final. Il vient à mettre ses semences. Il plante, il entretient, il arrose. Il ne manquerait plus que il y ait du givre ou autre, et les résultats qu'il a implantés, ça lui apporte 0 résultat. On est d'accord. Mais d'ailleurs, dans la vie au global, à un moment donné, tout ce que tu vas faire comme démarche comporte une part de risque. Quand on brainstorm comme on le fait là, c'est pourquoi ? C'est pour dire, ok, on enlève les plus grands risques, on essaye de cintrer le truc en se disant, bon, là, normalement, la zone de risque, elle est extrêmement faible. N'empêche qu'elle existe toujours. Donc en gros, on parle de quoi ? On parle de... Est-ce que je vais prendre un petit billet ? Alors c'est ça le truc avec Performance Max, c'est que en gros, le petit billet pour tester, il est déjà un petit peu gros. Tu fais un créatif 7 à 3000. Tu vas faire une campagne, allez, 1500. De budget ads sur 3 mois, 4500. Frais de gestion, bon bref, tu es sur un petit billet de 8-9 000. Oui. Pour tester.
Bon, maintenant, si tu le fais jamais, personne ne le fera à ta place. Donc, tu ne sauras jamais. Donc, tu auras potentiellement toujours une croissance molle et lente. Il faut les sortir. Même si c'est en 3 mois, il faut les sortir. Donc, il y a toujours... Elle existe, cette part de risque. L'autre mécanique avec peu de risque financier, c'est l'organique, SEO, classique. Tu peux partir avec 2 articles mensuels. Ça va te coûter 250 € par mois. T'as pas d'engagement. Tu commences, t'observes ta courbe. C'est long, faut le temps, c'est pas grave. Si t'as d'autres canaux, genre tu fais du réseau et tout, qui alimente ta boîte, de toute façon, une boîte qui vient nous consulter, souvent elle a un petit peu d'historique. Elle n'a pas besoin du digital pour survivre. Elle a besoin du digital pour tenter d'améliorer. Donc, elle a peut-être du temps. Et bien, si elle a du temps et qu'elle n'a pas envie de prendre de risques à ce jour, parce que c'est toujours une question de... Il y a des jours où tu ne veux pas prendre de risques, il y a des jours où tu veux en prendre, il y a des jours où tu as signé un gros contrat, tu as un petit peu de trésorerie, vas-y, je les mets et je vais le tester. Mais le moins risqué, le plus terre à terre, c'est de dire, ok, je commence avec 2 articles, je vois ma courbe augmenter, je commence à voir les résultats, même si ça met 6 mois, 8 mois, 1 an. Et là, peut-être, ça c'est vraiment de philosophie. Moi, je suis plutôt de la philosophie, on tente d'aller vite. Et ensuite, on va bâtir les canaux organiques pour grossir. Ça, c'est plutôt ma philosophie. Il y a des moments où tu peux pas le faire parce qu'il n'y a pas la trésor et tout. Mais il y a l'autre sens, là, j'y vais tranquillement, les gars. Je fais mes petits articles, puis après, je vais peut-être faire un petit peu de TikTok, un petit peu de Shorts, un petit peu de YouTube. Quand j'aurai déjà une dimension un peu sympa qui va m'apporter des prospects, des clients régulièrement, je mettrai d'argent en paye pour accélérer le processus. Ça, c'est typiquement ce cadre-là de y aller plus tranquille. Ça se remarque beaucoup plus par ceux qui ont déjà un métier principal et qui ouvrent une porte à l'entrepreneuriat pour développer une activité de kiff où justement par la suite, ils vont commencer à mettre un petit peu tranquillou, puis après par la suite, ils vont venir à se dire ok, je vois un peu les résultats et c'est là que je dois faire le choix de maintenant est-ce que j'y vais à fond ou est-ce que j'arrête complètement. Bien sûr. Ok. Donc, globalement, voilà les canaux qu'on utiliserait. Moi, je suis assez d'accord sur tout ce qu'on s'est dit. Tout dépend, en fait, par quel angle tu veux attaquer l'histoire. Ouais. Bon, il y a des clients qui voudraient attaquer tout. Tout dépend de la surface financière. J'aimerais m'intéresser maintenant à, ok, on sait globalement comment on peut toucher ces gens. Mais imaginons, on parlait du Creative Set tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il s'agit de toucher les gens multiplateformes, quoi. Et qui est sur téléphone. Il va y avoir une vidéo, il y aura une photo, un machin. J'ai envie de m'intéresser sur ce qu'on va dire dans le Creative Set. Donc, dans le Creative Set, souvent, ce qu'on va faire, là, j'ai envie de donner un petit peu de, si tu veux, de valeur sur comment les gens qui nous écoutent pourraient appliquer ça dans leur business. Dans le Creative Set, ce que je dis, c'est que c'est le meilleur moyen de donner l'ensemble des arguments et de réassurer. Donc, les arguments de la solution, c'est quoi? Tout de suite, on s'est dit, c'est pas de prise de tête, et puis rapide. Puis économie de temps, donc d'argent. Pour moi, c'est les 2 leviers qui me viennent là. C'est ça. Donc déjà, moi, ce que je fais, c'est que je vais aller sur le site de la boîte, ok, et je vais lui demander, je vais copier-coller le content, je vais l'injecter dans ChatGPT, et je vais lui poser les questions. Tu peux essayer de me donner l'ensemble des arguments que je pourrais déployer, et chaque argument est en fait un argument qu'on va tourner sous forme de vidéo. D'accord ? Et les vidéos, on va en faire une, mais ensuite, on va faire toutes les déclinaisons de cette vidéo. Et en fait, c'est toujours la même vidéo, sauf que l'accroche, le début de la vidéo, ce qui t'accroche, est complètement différent. Il faut que je voie l'argument. Voilà. Argument 1, prix, je commence la vidéo par ça. Vidéo 2, c'est argument 2, vitesse, et ainsi de suite. On va le faire un peu sur ChatGPT vite fait. À ça, je rajoute, il n'y a pas que les arguments, les avantages du produit qu'on donne dans un Creative Set. On réassure. Mais labels. Alors, il y a le traitement des objections. Ça, tu t'essayes de... Voilà, si tu te rends compte qu'à chaque fois, la plupart des gens ils disent « Ah oui, mais je sais pas, c'est long, c'est dur à implémenter. » Il y a des engagements. Bon, tout de suite, tu brises ça. Tu vas faire une vidéo, tu vas commencer. Bon, nous, notre software, il n'y a pas d'engagement. Boum, voilà. OK. Il n'y a pas que les argumentaires ou le traitement des objections, qui est un peu dans la même famille. Il y a tout ce qui va permettre de réassurer. Les avis. Par exemple, si tu as 600 avis clients, ou même 12 avis clients, tu vas dire « Ah,
on a des bons avis clients, puis tu vas faire le screen des avis clients. Les mettre en avant. Exactement. Donc là, tu vois, on va jouer un petit peu à ce jeu-là. Je vais aller dans ChatGPT. Alors, par souci de confidentialité, on va pas donner le nom de la boîte, je cacherai tout ça. Je vais quand même aller screener le software. Tu peux me donner le nom de la boîte? Ouais. Alors, c'est certipilote.fr. Ok, donc je vais aller sur la home. Je fais CTRL A ou commande A sur Mac, je vais copier tout le content, ok, toute la homepage. En général, sur un site web bien fait, au sein de la homepage, on a l'ensemble des argumentaires. C'est normal. Ils sont highlightés, ils sont mis en avant, les arguments. Déjà, sur la première phase, on est censé avoir tout le sens de l'offre, de l'apps, dans ce cas-là. Donc là, je vais dans ChatGPT, je vais le coller. Je vais aller sur un de mes devis. Tu sais, sur les devis qu'on fait où on propose parfois le Creative Set. En lead gen Oui, tu l'as mis dans le template lead gen? J'ai créé un template. Je vais aller dans le template. Ouais. Je vais récupérer, parce que on explique ce qu'il y a au sein du Creative Set de façon assez bien détaillée. Okay. Je vais copier ça. Et je vais tout simplement dire à ChatGPT, voilà ce qu'est la boîte, voilà ce qu'est un Creative Set, donne-moi l'ensemble des arguments, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors, j'y vais tout de suite. Donc, dans ChatGPT, voici ce que fait l'entreprise pour laquelle je souhaite mettre en place un Creative Set pour mes publicités. Ok, 2 points, je colle. Donc là, je parle de la homepage, je pourrais copier-coller toutes les pages. Hein. Et voici le détail de ce qu'est un Creative Set. Merci de me fournir l'ensemble des éléments à dire, filmer, démontrer. Regardez ce que ça donne. Entrée. Description concise et percutante comme un outil essentiel pour obtenir et conserver la certification Calliope avec sérénité. Liste des arguments. Centralisation des preuves et couverture complète des 32 indicateurs de Calliope. Alerte pour les éléments de preuve manquants et visualisation en temps réel de l'avancement. Accès aux meilleures sources d'informations du secteur et accélération de la conformité. Collaboration d'équipe facilitée et rappel pour les préparations d'audit. Assistance par chatbot IA et gestion de tâches via To-Do List. Conformité RGPD avec hébergement en France assurant la sécurité des données. Réfutation des objections. Présentation des témoignages et retours expérience d'utilisateurs satisfaits pour contrer les doutes de l'efficacité et de la facilité d'utilisation. Tu vois, on est là un peu sur la notion d'avis. Utilisation de données et statistiques. Mentionner le nombre d'utilisateurs actuels ou le taux de réussite des audits après l'utilisation de la solution. Preuves sociales et témoignages. Inclure des citations de témoignages d'utilisateurs satisfaits, comme là, par souci de confidentialité, je ne peux pas donner les noms. Mais oui, tout ce qui est témoignages, si tu peux inclure dedans des témoignages, juste screenshot des avis Google, avis Trustpilot. Ça rajoute. Ça rajoute. Si tu peux filmer, c'est encore mieux. Oui, c'est sûr. Bon, voilà, c'est un peu plus chiant à mettre en place, mais ça suffit, quoi. Tu vois, j'ai des bons avis. Si tu peux mettre des noms de boîte, c'est cool. C'est de la preuve sociale, quoi. Les garanties, mettre en avant l'offre d'essai garantie gratuite de 14 jours sans carte bancaire pour minimiser le risque. Appel à l'action, encourager à démarrer gratuitement et ainsi de suite. Donc tu vois, là c'est simple. Tu as la liste des arguments, c'est ça qu'il faut tourner en une vidéo un petit peu comme celle-ci et après on découpe et on punch et on fait les 9/16e, les carrés, les 16/9e. Et en fait, les algos vont toucher notre cible, qui sont des centres de formation, et ça assez facilement, il va s'en rendre compte que c'est cette cible-là, parce que c'est la cible qui répond et qui transforme. Et bien, elle va faire varier. Elle va toucher un même utilisateur avec plusieurs variations de cette vidéo, et donc à la fin, le mec va avoir pris connaissance que la solution existe, et l'ensemble des argumentaires liés à cette proposition, à cette offre. Ok, donc voilà comment on fait. Là, je voudrais que tu me fasses un résumé de la stratégie,
concise. Ouais. Et effectivement, face à la personne que tu as eue au téléphone, Ok. à ton avis, qu'est-ce qui est le plus adapté pour lui? Alors, Ça peut être les deux, ça peut être juste un truc, ça peut être oui, mais... Bref. donc, là, l'élément qui va être le plus pertinent à l'heure d'aujourd'hui pour un type de logiciel SaaS comme celui-ci, ça va être, dans un premier temps, de la hâte si on veut de l'efficacité dès le départ, pour avoir des retours tout de suite. Forcément, on aura du retour sur investissement qui ne se fera pas sur le moment donné dès l'acquisition du client. Mais si on veut tout de suite avoir des utilisateurs de l'outil, la ads semble, et comme on se l'est dit, est le plus pertinent pour aller les capter et avoir des nouveaux utilisateurs. Maintenant, après, ça va... il faut, et on conseille fortement, c'est de déboucher aussi dès le départ sur de l'optimisation en naturel, sur de l'organique. Donc en allant chercher par contre là des requêtes en amont, donc des requêtes qui sont bien en amont du coup de la volonté de l'utilisateur de se dire ok, j'ai besoin d'un logiciel qui me permet de me préparer à mon audit Calliope. Donc vraiment d'aller chercher des requêtes type créer mon centre de formation ou toutes les problématiques qui sont rattachées à un centre de formation. Et après, petit à petit, en fonction des requêtes, on affine pour arriver sur des requêtes beaucoup plus ciblées. Right. Mais donc, forcément, là, derrière, ça prend plus de temps pour avoir des résultats. Et après, en dernier levier, on peut venir à activer donc mass mailing ou du mailing classing en one-one avec du lemlist en faisant de l'hyper-personnalisation pour capter au mieux après de créer ce contact avec justement avec la personne avec qui on va échanger par mail pour mettre après en avant le produit. Mais là, ce qui paraît le plus pertinent, c'est surtout la ads en acquisition, search, soit search classique et du retargeting ou des entrées de jeu, du perf max avec un creative set. Voilà, sur l'audience. Ouais. Pour permettre justement d'avoir des coûts d'acquisition qui seraient déjà beaucoup plus, entre guillemets, plus faibles que si on faisait uniquement du search où les coûts au CPC, comme on l'a vu, étaient beaucoup plus élevés. Eh ben, on s'arrête là. Je pense qu'on a déjà bien débattu de la chose. Peut-être qu'on lui enverra ce podcast. On verra bien, ouais. Donc, peut-être que ça l'intéressera. Ok, merci mon Hugo. Merci Guillaume. À plus. Salut.